Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un des héros de la Reconquista. Rodrigo Diaz de Vivar a pourtant combattu autant pour les chefs musulmans que chrétiens. El Campeador reflète surtout par sa tumultueuse carrière la complexité de la péninsule ibérique au tournant du XIe siècle. Vous voulez en savoir plus sur El Campeador? Venez avec moi. Don Rodrigo Diaz de Vivar, dit le Cid El Campeador, héros de dizaines de chroniques, poèmes, chansons de gestes, pièces de théâtre, le fougueux chevalier castillan est l'une des figures militaires les plus célèbres depuis le Moyen-Âge. Chaque époque réinventant le personnage pour mieux chanter ses exploits. Champion de la Reconquista, El Campeador a même reçu les louanges de ses adversaires musulmans, bien contraint de reconnaître en lui, au-delà d'un adversaire coriace, un prodige de Dieu. Cependant, au XXe siècle, le mythe s'est fissuré sous les coups des chercheurs et historiens qui ont fait un vil soudard, un mercenaire, voire un traître. À quel saint faut-il donc vouer le statut de Campeador? Évoquer la figure du Cid, c'est d'abord parler de l'Espagne, du moins de la péninsule ibérique, qui au XIe siècle n'existe pas encore. Les invasions barbares, vandales et wisigoths ont réduit les provinces romaines hispaniques en un chaos de petits royaumes querelleurs. Au 8e siècle, certains font appel à la dynastie des Omeyyades, en pleine extension sur la rive sud de la Méditerranée, mais les invités ont au fait de conquérir la majeure partie de la péninsule ibérique. En cette Espagne musulmane, Al-Andalus devient avec le temps un califat indépendant du pouvoir de Bagdad, qui a renversé les Omeyyades et est devenu l'empire abbasside, qui est basé à Cordoue. L'islam ne conquiert pas cependant toute la péninsule ibérique. Au nord, dès le 8e siècle, des royaumes chrétiens résistent, notamment grâce à l'aide militaire venue d'outre-Pyrénées. Au nom de la chrétienté, ils entreprennent une poussée vers le sud, connue sous le nom générique de Reconquista. Le processus est long, discontinu. Les rois chrétiens passent en effet beaucoup de temps à guerroyer entre eux. Petit à petit, ils repoussent cependant les musulmans, profitant des querelles qui les divisent en recevant les renforts de chevaliers normands, français et italiens, qui apportent de nouvelles manières de combattre. La guerre pourtant n'est pas tout. La frontière entre islam et chrétienté reste aussi un espace d'échange culturel et politique intense. Au début du XIe siècle, les Reconquistadors reçoivent un coup de main de la Providence, décidément miné par les conflits. Le califat de Cordoue éclate en une dizaine de petits royaumes musulmans indépendants, les taïfas. Prospères mais militairement affaiblis, ces derniers se retrouvent bientôt placés sous la protection des souverains chrétiens du Nord, auxquels ils versent de juteux tributs, les parias. Bien entendu, les royaumes chrétiens rivalisent pour en bénéficier. L'un d'entre eux, le plus puissant, émerge, le royaume de Castille et Léon, conduit à partir de 1037 par Fernando Ier. Comte de Castille, hérité par la grâce de son mariage et de son épée du royaume de Léon en 1037, après avoir pacifié le royaume réuni, il ajoute en 1054 la Rioja, après un combat fratricide avec Garcia IV de Navarre. Enfin en 1064, Fernando Ier prend Coimbra. C'est dans cet univers confus que Rodrigo voit le jour aux alentours de 1045, dans un petit village que la tradition identifie à Vivar. Aujourd'hui, Vivar del Cid, non loin de Burgos, alors capitale de la Castille. Premier accro à la légende, il n'est pas issu d'un humble foyer, mais plutôt d'une famille noble, initialement liée à celle du souverain. C'est ainsi qu'à la mort de son père, Rodrigo se retrouve à la cour de Fernando Ier, où il grandit aux côtés du prince aîné Sancho. Il y bénéficie de l'éducation soignée, dont profitent alors les jeunes nobles, s'initie aux lettres et aux armes, devient bientôt chevalier. En 1063, Rodrigo prend pour la première fois les armes pour défendre un roi musulman, celui de la taïfa de Sarcasta ou Saragosse. Tributaire de Fernando Ier, menacé par les ambitions du roi d'Aragon. 2 ans plus tard, Fernando Ier décède et son royaume est réparti, selon la coutume, entre ses fils. Garcia reçoit la Galice, Afonso VI le Léon, et Sancho II prend la tête de la Castille. Afonso VI hérite du Léon à la mort de son père Fernando Ier. Il prend la Castille à son frère Sancho II, tué en 1072, puis arrache en 1073 la Galice de son frère Garcia II.
À la tête de la première puissance de la péninsule ibérique, Afonso VI s'attaque alors aux principautés musulmanes du sud. La prise de Tolède en 1085 déclenche en 1086 l'intervention des Almoravides, qui bloquent pour un temps la Reconquista. Les trois frères ne tardent pas alors à se déchirer, ce qui redonne l'occasion à Rodrigo de s'illustrer cette fois pour le compte de Sancho II. C'est ainsi qu'il acquiert le surnom de Campeador, du latin Campi Doctor, maître du champ de bataille, qui ne quittera plus jamais. En 1072, le royaume est réunifié au bénéfice de la Castille, mais Sancho II est assassiné. La couronne de Castille et Léon retombe sur la tête d'Afonso VI. Rodrigo épouse avec ardeur la cause de ce nouveau maître et reçoit en récompense la main de Jimena Diaz, parente du roi, la chimène de Corneille. Nul besoin d'oxyre beau papa, comme l'inventera le tragédien. Le jeune couple coule des jours tranquilles à la cour. En 1079, Rodrigo reçoit d'Afonso VI une mission de confiance. Récupérer le tribut d'Al-Mutamid, souverain musulman de Séville. Or, au même moment, ce dernier est attaqué par son rival Abdallah de Grenade, qui reçoit pour l'occasion le renfort d'émissaires castillans, également envoyés par Afonso VI, dont les ambitions dans l'affaire sont plutôt troubles. Logiquement, El Campeador prend la défense de Séville et écrase l'armée de Grenade, ce qui lui vaut les foudres d'une partie de la cour de Castille. L'année suivante, la complexité des alliances et des rivalités entre chrétiens et musulmans lui joue un mauvais tour. À Tolède, une autre taïfa, Al-Qadir, soutenue par Afonso VI, doit faire face à une révolte interne. Or voilà qu'une expédition rebelle pénètre sur le royaume castillan. Rodrigo arrête les assaillants, puis les poursuit en terre musulmane. La violence de la contre-attaque et les exactions des soldats met cependant à mal les relations fragiles entre le souverain castillan et la taïfa vassale. Afonso VI tranche. El Campeador tombe en disgrâce. Ce sont essentiellement les Visigoths qui combattent les envahisseurs musulmans de l'ex-Hispania romaine au 8e siècle. Mais c'est sous Vandales qu'ils empruntent le nom de leur conquête. C'est en effet sous le nom de l'Andalus que l'on désigne le territoire ibérique dominé par les musulmans entre 711 et 1492. Associé à une certaine prospérité économique et une grande vivacité culturelle, cet espace connaît des réalités politiques et géographiques diverses. On retiendra l'existence d'un émirat puis d'un califat, celui des Omeyyades de Cordoue 929-1031, indépendant de Bagdad, l'époque des taïfas, principauté indépendante 1031-1086, les conquêtes almoravides puis almohades, et enfin le royaume de Grenade. Cet ensemble où chrétiens, mozarabes, juifs bénéficient d'une tradition de coexistence est cependant déchiré par les conflits de pouvoir à l'intérieur du monde musulman au sud et surtout par la Reconquista chrétienne venue du nord. Entamée dès le 8e siècle, elle constitue un processus long et complexe dans lequel la dimension religieuse joue un rôle notable, mais pas exclusif. Elle connaît diverses étapes marquées par des moments de flux et de reflux. Des défaites comme des victoires déterminantes à l'instar de la bataille de Los Navas de Tolosa en 1212. C'est sur les bases de cette Reconquista que naissent l'Espagne et le Portugal. L'entreprise s'achevant par la chute de l'émirat de Grenade des Narcides. Exilé mais toujours à la tête de ses biens, le chevalier part à la recherche d'un nouveau protecteur. Il tente sa chance auprès des comtes chrétiens de Barcelone, puis finit à la cour du roi mort de Saragosse, dont il a sauvé le trône près de 20 ans plus tôt. Le voilà donc au service direct d'un musulman, même si ce dernier est toujours sous protection castillane. Au décès du souverain, son royaume est divisé entre ses fils. Al-Mutaman règne à Saragosse et El-Mudmir à Lérida. Le premier restant tributaire de la Castille alors que le second s'aligne sur son concurrent aragonais. Lors du conflit qui s'ensuit, Rodrigo prend le parti de Saragosse et en 1084 triomphe brillamment de ses adversaires à Oloco. 2 ans plus tard cependant, le roi Afonso VI rompt avec son vassal et vient mettre le siège devant Saragosse, plaçant le chevalier face à un choix entre son suzerain musulman et son ancien maître chrétien. Heureusement, pour El Campeador, le siège est ajourné. Le roi de Castille doit partir vers le sud, repousser une expédition militaire venue de l'autre rive du détroit de Gibraltar.
En effet, depuis 1040, le nord-ouest africain est le théâtre de l'expansion rapide des Almoravides. Ces musulmans rigoristes se sont rendus maîtres d'une grande partie du monde islamique. Or, certaines taïfas ont fait appel à eux pour contrer la progression chrétienne, notamment celle des Castillans, qui ont pris Tolède en 1085. À Sagras, en octobre 1086, les chrétiens sont battus sans appel. Les affaires africaines empêchent cependant les Almoravides d'exploiter cette victoire. Afonso VI profite du répit pour réorganiser son camp et renouer des liens avec El Campeador, dont l'absence lui a assurément coûté cher lors de la bataille. Rentré en grâce, Rodrigo se voit confier la défense du Levant espagnol, et plus précisément de la place stratégique que constitue la taïfa de Valence, où le vassal musulman de la Castille est en difficulté. Revoilà donc El Campeador combattant pour un souverain chrétien, appuyant un roi mort contre les armées chrétiennes des comtes de Barcelone, alliés aux ex-protecteurs musulmans de Rodrigo à Saragosse. Dans cette complexe situation, le chevalier castillan sort très vite maître du Levant et commence à recevoir le tribut pour son propre compte, apparemment avec l'aval d'Afonso VI, seul moyen pour le monarque de garder la côte sous contrôle. Néanmoins, les relations entre les deux zones ne tardent pas à s'envenimer. Une nouvelle expédition almoravide conduit le roi de Castille à intervenir au sud. Or, conviés à la bataille, les troupes envoyées par Rodrigo ont tardé et les Castillans ont subi une nouvelle déroute. Problème de coordination, trahison, on ne le saura jamais. Mais El Campeador retombe en disgrâce et cette fois-ci, ses biens sont saisis. Réfugié à la taïfa de Valence, Rodrigo doit faire face aux ambitions conjuguées de tous ceux décidés à en prendre le contrôle direct. En 1090, il écrase le roi mort de Lérida et ses alliés barcelonais à Tévar. En 1092, c'est au tour d'Afonso VI qui a rassemblé pour l'occasion une imposante armée, constituée de Castillans, d'Aragonais, désormais alliés, ainsi que des flottes de Pise et Gênes. Là encore, El Campeador fait honneur à son surnom et repousse l'offensive. Pas moyen de souffler, pourtant, car une nouvelle révolte inopinée, appuyée par une nouvelle expédition almoravide, renverse son protecteur, le roi mort de Valence. Absent au moment des faits, El Campeador met le siège devant la ville. Celle-ci résiste de longs mois, mais il se montre sans pitié et finit par s'en emparer en août 1094. Cette fois plus question de protectorat, Rodrigo Diaz se proclame prince de Valence. Ses sujets musulmans s'adressent désormais à lui à coups de Sidi, monseigneur, bien vite transformé en Cid. Les années suivantes, il consolide son contrôle du Levant, luttant contre les Almoravides, décide à en finir avec les taïfas pour s'approprier la péninsule. El Campeador leur inflige une sévère défaite à Cuarte en septembre 1094. Nécessité de résister faisant loi, Rodrigo Diaz se réconcilie avec Afonso VI et c'est invaincu et maître sur ses terres que El Campeador meurt en 1099, laissant Rimena défendre Valence 2 ans encore avant que la ville ne tombe aux mains des Almoravides. La veuve du héros défunt se réfugie à la cour d'Afonso VI, où elle meurt vers 1115. Cette défaite posthume n'entame en rien la légende naissante. L'échec postérieur de la contre-offensive almoravide et la reprise de la Reconquista, dont la Castille est la première bénéficiaire, place au contraire la geste du Cid au premier plan. Les musulmans évoquent les premiers à contre-cœur les exploits militaires du guerrier. Puis la littérature latine et en langue romane de la chrétienté, la Historia Rodriguisi de la fin du XIIe siècle ou le fameux Cantar de Mio, Cid du tournant des années 1200. S'empare de la figure pour nourrir le mythe de la Reconquista. En Espagne, la légende du Cid s'étoffe de 1001 anecdotes, qui constituent autant de relectures de sa vie en fonction des époques. Au siècle d'or espagnol, l'homme d'armes passe ainsi au second plan derrière l'amant parfait. En France, au XVIIe siècle, il est l'objet d'une mode dont l'exemple est bien sûr le tragicomédie de Corneille. XIXe siècle, le romantisme espagnol lui rend encore hommage. Il faut en fait attendre le XXe siècle pour le mythe soit écorné, sous le prisme du réalisme historique. Voilà alors le Cid, devenu un soudard vendu au plus offrant. Brutal, il l'a certainement été. La guerre médiévale n'était pas tendre. Mais traite ou mercenaire,
Il n'a fait que servir le roi mort de Saragosse, ce qui est tout à fait normal, écrit Gonzalo Martinez Diez, biographe espagnol du Cid. Quand il a été exilé, il fallait bien qu'il se nourrisse, lui et ceux qui l'accompagnaient. Il a donc servi, mais sans lutter contre son roi, rien à voir avec un mercenaire qui se vend au plus offrant. Un tel comportement n'était pas extraordinaire, c'était fréquent et également le fait des musulmans. La carrière de Rodrigo Diaz de Vivar reflète surtout la complexité politico-religieuse de l'Espagne médiévale. Comme on l'a vu, El Campeador, de son vrai nom Rodrigo Diaz de Vivar, est un militaire durant la Reconquista. Né en 1043, mort en 1099, sa légende est bien née après sa mort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.